on est dans cette fausse croyance que les personnes qui réussissent ou qui semblent avoir du succès ou qui semblent réussir sont des personnes qui sont nées avec cette faculté génétique. C'est faux. Les personnes qui réussissent ou les personnes qui ont cette faculté de réussir, c'est des personnes qui sont bien entourées. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 106 et j'interviewe aujourd'hui Insaf El Hassini. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Je suis ravie de partager avec vous ma discussion avec Insaf El Hassini. Insaf est juriste en droit financier, fondatrice de l'association Lean In France et créatrice du podcast de négociation de rémunération salariale, Ma Juste Valeur, qui est aussi une formation en ligne. Insaf, vous le verrez très vite, est une femme qui fonce, qui ne tait pas son ambition et qui a pour mission d'empouvoirer les femmes, comme elle le dit si bien. Leur donner du pouvoir par l'argent, par la confiance en elles, par la collaboration, par l'échange. Et Insaf ne fait pas qu'en parler. Elle l'incarne en France et à l'international, notamment par la méthode de négociation qu'elle a développée et qu'elle a partagée dans le monde entier. Dans cette interview, elle nous raconte son parcours, ses convictions, et tout cela à cœur ouvert et sans tabou. Je suis ravie de partager avec vous sa vision si riche et l'histoire de comment, suite à la lecture d'un livre, parce qu'elle avait vraiment le moral dans les chaussettes, elle a monté une association, aujourd'hui très influente sur la place des femmes en entreprise, leur rémunération et l'inclusion. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Insaf. Bonjour Jenny, je te remercie pour cette invitation, je suis ravie. Vraiment, s'il y avait quelqu'un avec qui je voulais faire une interview, c'était avec toi. C'est pas la première fois qu'on collabore et on a toujours beaucoup de plaisir à collaborer ensemble. Donc je suis ravie d'être là à ton micro cet après-midi. Plaisir partagé. Alors écoute, moi je vais être très honnête, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu t'inviter et pour lesquelles il me semblait que ce que tu vas nous raconter allait parler aux femmes qui nous écoutent. Déjà, c'est parce que j'admire ton engagement avec Lean In et avec Ma Juste Valeur. C'est-à-dire que tu amènes des sujets, tu les mets sur la table, tu oses en parler. Et ces sujets, ils ne sont pas toujours simples pour les femmes. Donc, je pense que c'est d'une grande aide en général. Et j'adore l'énergie avec laquelle tu le fais. Et puis aussi ton parcours protéiforme, parce qu'en fait, tu as un parcours dont on n'a pas nécessairement l'habitude, mais dont tu es un exemple, parce que tu montres que c'est possible. Bah oui, c'est possible d'avoir un job qu'on aime, qui est rémunérateur, et en même temps de fonder une association, ou en tout cas d'avoir un engagement associatif, et finalement d'avoir plusieurs casquettes. Je trouve ça hyper intéressant, et j'ai hâte que tu nous en dises plus. Alors, ma première question, Insaf, pour toi, c'est comment t'étais quand t'étais petite et quels étaient à cette époque tes rêves ? Alors, quand j'étais petite, j'étais une petite fille qui se rêvait d'être un garçon. C'est-à-dire que j'étais persuadée d'avoir été bloquée dans le corps d'une fille, mais qu'en fait, j'étais un garçon. Pourquoi maintenant, avec du recul, je suis née en 82, donc voilà, les années 80, c'est pas les années 90 ou 2000, donc il y a une éducation qui est assez représentative des années 80, et donc une éducation genrée. Et en fait, très petite, j'ai tout de suite compris qu'en étant petite fille, il y avait des choses qui m'étaient pas possibles, alors que si j'avais été un petit garçon, ça l'aurait été. Et je pense que ça m'a frustrée. Et du coup, j'ai voulu très rapidement montrer que je pouvais faire comme un garçon. Je pense que ce qui m'a toujours motivée quand j'étais plus jeune, c'était de prouver que, que moi, en tant que fille, je pouvais faire aussi bien qu'un garçon. Et que je pouvais aller dans les domaines qui étaient réservés traditionnellement aux garçons. D'accord, donc c'est pour ça que tu es allée dans le droit ? Non, je suis allée dans le droit parce que je m'appelle Insaf. Et en arabe, Insaf, ça veut dire équité, justice, égalité.
D'accord. Et mon papa s'était mis en tête que, enfin voilà, il avait tracé un chemin pour tous ses enfants. Il s'était dit, mon aîné sera ingénieur, ma deuxième sera médecin, ma troisième sera avocate. Et moi, j'avais pas du tout envie d'être avocate. Mais finalement, on a passé un deal un peu comme ça avec mon père qui m'a dit, je te connais, je pense que toi, t'as toujours été délégué de classe, t'as toujours la bouche grande ouverte, t'es toujours là en train de prendre la défense de Pierre-Paul Jacques. Je pense qu'il avait vu en moi quelque chose qui l'avait dirigé lui vers le droit. Et je pense qu'il a vu juste finalement parce que on a fait un peu un deal. Déjà, je négociais à l'époque. Moi, je voulais faire du théâtre. Et j'ai fait un deal avec mon père qui m'a dit, OK, donc tu fais une première année de droit et je te paye toutes tes études. Donc tu penses à rien, les frais de ta voiture, les machins, etc. Les fringues, les trucs qui t'occupent quand tu as un peu 18 ans. Et en contrepartie, et par contre, on fait un deal et tu le respectes vraiment. Donc, si vraiment ça te plaît pas, moi, je pense que ça va te plaire. Mais si ça te plaît pas, bah, c'est pas grave, tu termines ton année. Tu l'obtiens pas, mais tu le fais quand même sérieusement. Et après, je te paye des études de théâtre. Et moi, j'étais OK, mais c'est parfait. Donc, je vais pas en glander une. Et je vais me faire tout payer. Et en plus, quand tu regardes, mon père et mes parents sont très... ils nous ont élevés en se disant, moi, je te paye pas tout, quoi. Tu vas et tu te sors un peu... si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. C'est pas moi qui te l'apporte sur un plateau d'argent. Donc, pour moi, c'était tout bénef. Et finalement, je suis rentrée le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie, introduction au droit. Je rentre dans l'amphi, un amphi de 500 personnes. Il y avait 4 amphis. Tout le monde savait dès le premier jour qu'il allait y avoir que 2 amphis l'année suivante, parce que c'était un concours un peu masqué. Et je rentre dans l'amphi, je m'installe, le prof ouvre la bouche, je sais pas, l'énergie, le truc, je me suis dit, c'est fait pour moi, je veux ça, quoi. Incroyable. Incroyable. Et le théâtre, ça m'est passé au-dessus. Il a été smart, ton père. Il a été très smart. OK. Et donc, après ces études de droit, du coup, quand tu faisais ces études, tu t'es dit, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu imaginais pour la suite ? Alors, je pense que tu évolues avec l'âge et avec ton degré de maturité. C'est-à-dire que la professionnelle que j'imaginais à 18 ans était complètement différente de celle que j'imaginais à 22 ou à 20 ans déjà, que celle que j'imaginais à 25, etc. J'ai adoré le droit, donc très rapidement, je voulais faire du droit des affaires, parce que j'ai toujours aimé le business. C'est un truc, c'est comme ça, j'ai toujours adoré les affaires, c'est un truc qui m'a toujours attirée. Et j'avais toujours un peu cette dichotomie à me dire plutôt l'art, plutôt le business, plutôt l'art, plutôt le business. Et le droit s'était imposé à moi comme un équilibre qui venait trancher finalement. Mais très rapidement, j'ai été rattrapée par mon envie de créer quelque chose. Et ce que j'aimais dans le droit, c'était de me dire, je peux faire du droit, mais en même temps, je peux créer ma structure, mon cabinet d'avocat, donc finalement mon business. Et j'avais envie de créer quelque chose, en fait. Et rapidement, je me suis rendu compte que dans le droit des affaires, ce qui était compliqué en France, c'était que le droit, c'est très national. Donc, tu fais du droit français, tu exerces en France. Et a priori, tu ne peux pas vraiment exercer autre part. Et j'avais aussi un peu des rêves de grandeur, pour être très, très honnête. Et du coup, je me suis dit, ce qui va vraiment m'offrir mon ticket d'entrée vers ces rêves de grandeur, c'est faire des études à l'étranger, avec du droit étranger. Et du coup, très rapidement, je me suis dirigée vers les États-Unis, et après vers le sud-est asiatique. Et là, j'ai découvert la finance. 2 choses m'ont intéressée dans la finance. La première, c'est très international. Tu parles en anglais tout le temps, tu parles même d'autres langues. Tu peux travailler dans une même journée, tu travailles avec des Italiens, des Australiens, des Allemands, des Chinois. Et donc, j'ai adoré ce mélange culturel. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et surtout, c'est un boulot de mec. Donc, ça me permettait d'être là où je me sentais bien, c'est-à-dire dans des ambiances un peu qu'on qualifiait à l'époque de mec, l'ambiance de mec. Et alors, qu'est-ce qui faisait que tu te sentais bien dans des ambiances de mec ? Ils sont très assertifs, ils n'ont pas peur de dire les choses. Dans ces ambiances-là, en fait, qui m'intéressaient, à l'époque, en tout cas, c'était des ambiances moins lisses et moins polissées. Donc, on n'a pas peur de s'engueuler, mais ça ne veut pas dire qu'on va se faire la tête toute la vie. On n'a pas peur de dire les choses, on n'a pas peur de taper du poing sur la table, on est assertif, on n'a pas peur de parler argent. On n'a pas peur de dire qu'on veut bien gagner sa vie. On n'a pas peur de dire qu'on est ambitieux, qu'on a envie d'avoir tel parcours de carrière. Voilà, c'est vraiment la libération de qui tu as envie d'être. En fait, quand tu es dans un environnement de mec, à l'époque en tout cas, tu pouvais être qui tu avais envie d'être.
Et du coup, dans ces environnements masculins, t'étais la seule femme ou parmi les seules femmes? Est-ce que ça a été un frein à ton développement ou Alors, j'étais pas la seule femme, mais j'étais parmi les seules femmes. Et ça n'a pas été un frein à mon développement, en tout cas pas de mon côté, parce que j'ai toujours recherché des femmes dans ces milieux. Et j'ai toujours essayé de trouver un mentor, une personne, même si elle ne pouvait pas ou elle ne voulait pas être mon mentor, mais une personne de qui je pouvais m'inspirer. Parce qu'à chaque fois que je voyais qu'une femme était à un poste élevé ou qui était un poste ne serait-ce que N+1 par rapport à moi, je me disais, tu vois, Insaf, si elle est y arriver, tu peux le faire. Et donc, ça me disait, ça me permettait de me dire, c'est possible. Ouais, finalement, rien que le fait d'y croire, ça ouvre déjà la porte au fait de réaliser. Et alors, tu disais, j'avais un peu des rêves de grandeur. Ça t'est venu d'où, ça? Je pense que je suis née avec, Jenny. Sincèrement. Je pourrais essayer de trouver des réponses dans mon passé, dans mon éducation, mon schéma familial. Je pense qu'elles y sont. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de réponses à cette affirmation-là. Mais je pense que, voilà, je pense que je suis née comme ça aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu de l'ambition. Et alors, comment t'es passée de cette étudiante en droit à la femme que tu es aujourd'hui? Quel a été ton parcours de carrière, en fait? Ça n'a pas du tout été un parcours lisse. Pas du tout. Je me suis pris beaucoup de portes dans la figure. Mais ouais, beaucoup. Alors, et ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien le dire, on a tendance à penser que les femmes qui ont des belles carrières, je pense qu'avoir une belle carrière, en tout cas pour moi, je ne sais pas si tout le monde aura la même interprétation, mais moi, j'aime beaucoup ma carrière. On pense que finalement, tout a été très simple, qu'elles ont eu beaucoup d'aide, que voilà, c'était un peu leur destin, qu'elles n'ont jamais eu de difficultés, ou des difficultés qui sont très sporadiques, alors qu'en réalité, moi, mon parcours, c'est un parcours du combattant. Okay. C'est semé d'embûches. En fait, c'était de niveau en niveau. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et qu'à chaque fois, je dois passer d'un niveau supérieur, mais du coup, je dois combattre dans Street Fighter le gros méchant, ou pas forcément une personne humaine, mais la difficulté en moi ou à l'extérieur. D'accord. Dès le départ, en fait, quand moi j'ai été diplômée en 2008, donc c'était vraiment pendant la crise des subprimes. Donc autant te dire que la finance, ils embauchaient personne. Donc à ce moment-là, j'ai dû m'asseoir sur un job que je voulais. J'ai dû m'asseoir sur mon entrée en carrière comme je l'imaginais, essayer d'imaginer quelque chose d'autre. Mais finalement, ça a été quelque chose de bien parce que ça m'a permis d'aller faire un LLM à l'étranger, etc. Ensuite, en rentrant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir un job comme ça, un CDI direct, que du coup, j'ai dû faire stage sur stage pour avoir mon premier job. Donc vraiment, c'est ma manière aussi de dire aux femmes qui nous écoutent, ou même aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans cette situation particulière où malheureusement, c'est une pandémie et on ne leur propose pas de job et qu'il n'y a que des stages. Moi, j'ai commencé avec des stages. Et après des stages, j'ai dû prendre des CDD. Et en fait, si tu veux, la forme du contrat, pour moi, n'était pas importante. Mon objectif, c'était qu'est-ce que tu vas apprendre? Où ça va t'emmener? Ok, c'est peut-être un stage, mais tu vas bosser avec cette équipe. Cette équipe, elle a une spécialité dans tel domaine, donc tu vas rajouter telle corde à ton arc. Ok, donc tu le fais. C'est pas grave. Donc je faisais un stage, j'étais moins payée que les autres, mais j'apprenais. Et après, j'étais tellement bonne dans mes stages. Après, on me disait, bon, Insaf, t'es vraiment bien, on va te renouveler ton stage. Donc on me renouvelait mon stage. Ouais. Ah ouais, merci. Oui. Merci, trop sympa. Mais à l'époque, pour moi, c'était une vraie victoire. Parce qu'il n'y avait pas de job, en fait. Et après, on me renouvelait mon stage. Et après, on me disait, ouais, t'es vraiment trop bien. Donc, ok, on va te filer un CDD. Et après, on te renouvelle ton CDD. Et du coup, c'était que des trucs comme ça, quoi. Et après, on te file un CDI. Donc, si tu veux, entre le moment, j'ai dû mettre, sans déconner, j'ai dû mettre peut-être 4 ou 5 ans pour avoir mon premier CDI. Ah ouais, un vrai parcours du combattant. Un vrai parcours de combattant. Mais ça m'a pas. Mais si tu veux, à chaque fois, ça me dérangeait pas parce que j'essayais dans la balance de risque, c'était un risque contrôlé. Parce que finalement, je me disais que j'étais dans telle équipe et que ça m'apprenait tellement de choses que demain, même s'ils ne pouvaient pas me garder, je savais que je pouvais très bien me vendre.
Et que j'avais ce petit plus qui faisait que mon CV ferait la différence parmi d'autres CV. D'accord. Et du coup, cette carrière, un beau jour, tu as lu un livre et tu t'es dit, je vais moi aussi monter une association en plus de mon job la journée. Comment c'est arrivé, Lénine ? En fait, c'est arrivé encore dans une période très down de ma vie. En fait, j'étais dans un job où, franchement, j'ai pas honte de le dire, vraiment, on me surnommait pour de vrai la killeuse. Parce que j'étais hyper bonne, parce que j'étais hyper réactive, parce que j'étais toujours là quand il fallait faire les choses, parce que je comptais pas mes heures, parce que j'étais compétente. Et malgré ça, je m'aperçois que je suis victime d'une discrimination salariale. En tout cas, je ne sais pas que si c'est la volonté était de me discriminer. Je ne pense pas que mon manager s'est levé un matin et s'est dit « je vais discriminer INSAF ». Mais en tout cas, j'étais payée 5 000 € bruts par an de moins que mon collègue, qui lui était, je ne sais pas, si on pouvait donner une définition du mec qui avait un poil dans la main, c'était lui. Et si tu veux, cette injustice m'a sauté... Enfin, c'est une injustice qui m'a traversé le corps comme une décharge électrique. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai essayé d'en parler, j'ai essayé d'en parler avec moins de plus un, c'était pas possible, parce que voilà, le fait est que une fois que tu as accepté quelque chose, et une fois qu'il y a une dynamique qui est en place, c'est très compliqué de la renverser. Et plusieurs fois, des managers ont envie de garder des membres de leur équipe, mais ne peuvent pas les garder parce qu'eux aussi ont des enjeux et que la hiérarchie au-dessus ou que les politiques salariales sont telles qu'on ne peut pas combler un gap de 5 000 € en un an. On ne peut pas combler un gap de 10 000 € en 2 ans. C'est des choses qui se font progressivement. Et lui, en tout cas, avait les pieds et les poings liés, donc il ne pouvait rien faire. Et moi, j'étais face à une situation où soit j'acceptais et je me résignais, soit je décidais de ne pas accepter, mais dans ce cas-là, il fallait changer. Mais changer, ça voulait dire changer de job, ça veut dire assumer que je changeais, ça veut dire sortir de ma zone de confort dans un job que j'adore, où tout se passe bien, où c'est vraiment... pas un rêve sur Terre, mais quand même pas, mais vraiment où je m'épanouissais à ce moment-là à 100%, pour rien du tout. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur le bouquin Lénine de Sheryl Sandberg. Donc j'étais vraiment dans cette espèce de période de tourbillon noir dans ma vie, où ça allait pas dans le milieu professionnel, ça allait pas non plus dans le milieu personnel, parce que je venais de rompre mes fiançailles avec mon ancien fiancé. Donc voilà, j'avais l'impression que tout me tombait dessus et que finalement, j'étais pas si forte que ce que je croyais. Et que j'étais pas... que la vie que j'avais rêvée et dans laquelle j'avais mis tous mes efforts pour la réaliser, finalement, c'était peut-être pas pour moi. Et que j'avais peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Et donc, je suis vraiment dans une période très, très noire. Et moi, mon réflexe, quand je suis pas bien ou je suis dans ce genre de situation, c'est que j'essaye de trouver des solutions. Et là, en fait, à cette époque, la solution que j'avais trouvée, c'était de lire un bouquin d'une femme qui avait vraiment réussi sa carrière et qui présentait son bouquin comme un peu un mode d'emploi pour avoir la carrière dont on a toujours rêvé, quoi, finalement. Et du coup, le bouquin, c'est Lénine de Sheryl Sandberg. On mettra les notes. Et ce bouquin ça a été ma bouée de sauvetage pendant cette période-là. Mais vraiment. Je pense que c'est le début. Ça a été le premier soir du reste de ma vie. Je le lis. Alors moi, j'ai l'habitude de lire les bouquins vraiment par à-coup. Je les lis rarement d'une traite, parce que j'ai pas le temps. Et du coup, ce bouquin-là, je le lis d'une traite le soir même. Et il m'a frappée d'honnêteté, il m'a frappée d'authenticité. Elle parlait de choses que je vivais vraiment. Elle parlait de la question du genre, elle parlait de la question de la rémunération salariale. Moi, vraiment, en 2014, la rémunération, et c'est encore le cas un peu aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est librement conversé par les personnes. C'est vraiment un sujet qui est tabou. On n'en parle pas. Effectivement, il y a beaucoup de tabous autour de la rémunération. Voilà. Et du coup, elle parlait de ça vraiment hyper ouvertement. Elle parlait du fait de s'assumer comme on est, de la carrière, du problème, donc ce que je disais, du genre, etc. Et donc, ça m'a tellement... Donc, j'ai terminé d'une traite. Et à la fin du bouquin, elle dit ce bouquin ne s'arrête pas là. On a eu envie d'aller plus loin, moi et les personnes qui m'entouraient à ce moment-là. Et on a décidé de monter une organisation, une association à l'époque américaine. Et si vous voulez, vous aussi, si vous êtes à l'étranger, que vous voulez faire partie de cette organisation, en tout cas apporter votre pierre à l'édifice, suivez ce lien-là et créez votre cercle.
Donc, je m'endors. Et je me couche du coup, et je me réveille dans la nuit et je me dis, mais c'est pas possible, Insaf. Et je reprends le bouquin, je le surligne là-haut dans les passages qui m'ont marqué. Et je me dis, bon, alors on est à Paris, c'est quand même une des plus grandes métropoles du monde. Il y a forcément quelque chose, fais-le maintenant, comme ça tu te dis que tu as fait un truc. Tu as fait un pas en avant, en fait, pour te sortir un peu de cette situation-là. Et du coup, je regarde et je vois qu'il n'y a pas de cercle à Paris. Il y en a 2. Et les 2 seuls cercles à Paris, il y en a un, c'est des femmes managers. Donc, c'est un cercle de femmes qui sont déjà managers et qui indiquent clairement qu'elles n'acceptent pas d'autres femmes que des femmes managers. Et il y a un autre cercle, un cercle fermé, qui dit clairement qu'en fait, ils sont à 60 personnes et qui n'acceptent plus de membres. Et du coup, je me dis, mais purée, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, le sort s'acharne, là. Je trouve un moyen de pas pouvoir discuter, et converser, échanger mes idées avec des femmes qui sont un peu comme moi, dans la même situation que moi. Et là, je n'ai pas la possibilité de rentrer dans ces cercles. Bon, j'en ai rien à faire. Bah, dans ce cas-là, je vais créer mon propre cercle. Mais vraiment en mode, puisque c'est comme ça, je vais le faire toute seule. Et du coup, le lendemain, j'envoie un message à tous mes contacts féminins, mais tout. Alors, ça peut être les femmes chez qui j'ai fait du babysitting quand j'avais 14 ans, mes anciennes collègues, mes actuels collègues, les gens que j'ai rencontrés à Hong Kong, les autres aux États-Unis, les machins. J'envoie un mail à tout le monde en expliquant ce que c'est LinkedIn et en leur disant, écoutez, j'ai découvert ce bouquin. Voilà, les femmes ne sont pas empouvoirées. Ça serait bien qu'on se retrouve et qu'on... je sais pas, on crée un club de filles, quoi, où on parle d'argent, où on parle de carrière, où on parle de manager, où on parle d'environnement toxique, où on parle de difficultés à trouver un job, où on s'entraide parce que l'une, elle va regarder le CV de l'autre, et l'autre va lui faire passer un entretien fictif, et l'autre va la coacher pour faire sa négo de rémunération. Enfin, chacune en fonction de nos... On va mutualiser les compétences et on va s'entraider. Et là, gros bad et gros bide. Personne n'était partant. Personne n'était partant. Sur 250 emails, j'ai reçu 7 réponses, dont peut-être 4-5 qui me disaient « Trop cool, super initiative, à bientôt !» Merci pour ton message. Et finalement, je me suis quand même pas laissée démonter. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Et là, je l'ai fait avec mes copines, qui sont géniales, et qui m'ont dit, bon, je pense qu'elles ont... Enfin, voilà, elles se sont dit, peut-être qu'Insaf a besoin de nous à ce moment-là. Je pense qu'elles n'étaient pas vraiment convaincues à l'époque. Mais après, il y en a certaines qui me disent maintenant, si, on était convaincus. Donc après... on ne sait pas comment le cerveau réinterprète les choses, ou interprète d'ailleurs les choses, mais moi, je l'ai senti vraiment où elles étaient là, écoute, on va aller boire un verre avec toi tel jour, on va aller parler de ce bouquin-là, ça va te faire du bien, et voilà, et de toute façon, on n'a rien à perdre, quoi. Et on se retrouve dans un petit café parisien, on est peut-être, 6, et je leur parle du bouquin, elles aiment beaucoup le bouquin, il y en a qui décident de l'acheter, d'autres je leur prête le bouquin. Et en fait, à partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une espèce d'énergie créative qui a circulé. Et à partir de ce 11 décembre 2014, où je rencontre les filles dans ce café, l'année d'après, on est 150, bouche à oreille. LinkedIn, mon cercle, LinkedIn Insaf un peu, est devenu LinkedIn Paris. J'absorbe les autres cercles qui n'ont pas voulu de moi au départ. Et je suis invitée à rencontrer Sheryl Sandberg. Du coup, tu as fondé LinkedIn. LinkedIn qui a bien grossi depuis, parce que tu disais l'année d'après 150 personnes. Et là aujourd'hui, en 2020, on en est où ? Aujourd'hui, en 2020, on est à plus de 158 cercles en France, sachant que les cercles, c'est entre 8 et 12 personnes. Du coup, on a ouvert plusieurs hubs. On a ouvert, ou des hubs se sont plutôt ouverts, je préfère dire ça, parce que c'est vraiment l'initiative des regional leaders et il faut rendre à César ce qui est à César. On a plusieurs hubs, du coup, qui sont dispersés en France. On a, par exemple, LinkedIn Bordeaux, LinkedIn Lille, LinkedIn Lyon, LinkedIn à Clermont-Ferrand, LinkedIn en Corse. LinkedIn à Angers. Enfin, voilà, on a LinkedIn un petit peu partout comme ça. Et on est en train, par exemple, je discutais la dernière fois avec une dame pour ouvrir LinkedIn en Guadeloupe. Donc, on est un petit peu partout. Et c'est une vraie organisation qui est très dynamique, qui fait beaucoup de choses et notamment qui est hyper
hyper active sur les sujets d'égalité salariale. J'ai l'impression que c'est un peu ton dada, ça, l'égalité salariale, la valeur, l'argent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Ma Juste Valeur, justement, ton super podcast et que je recommande d'ailleurs à toutes les femmes qui veulent négocier leur salaire, enfin leur rémunération plus généralement et parler plus facilement d'argent et de valeur. Je trouve qu'il est vraiment top. Merci. En fait, je pense que pour en revenir un peu à ta première question, la petite fille que j'étais, etc., je pense que très rapidement, je me suis rendu compte que en fonction de ton genre, on t'accordait une certaine valeur. Et cette valeur-là, après, dans la vie, elle se transforme. Et quand tu es dans le monde du travail, en général, la valeur que l'on t'accorde, elle peut se chiffrer, se monétiser avec ta rémunération. Pourquoi ? Parce que finalement, tu as un échange. Toi, tu offres des compétences, une expertise, une expérience. Et ton employeur en face, peu importe ton statut, que tu sois freelance, que tu sois salarié ou fonctionnaire ou contractuel de l'administration publique, t'offre une rémunération qui est la valeur qu'il perçoit de cette compétence, expertise, expérience. Et en fait, comme moi, j'ai été victime d'une inégalité salariale, je me suis rendu compte que, en fait, en réalité, à l'école, on t'apprend pas à mesurer cette valeur. On t'apprend pas à la déterminer. On t'apprend pas à la mesurer, on t'apprend pas à la déterminer, on t'apprend pas à l'assumer, on t'apprend pas à la défendre. Et du coup, et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Mais en plus, quand tu es une femme, tu as encore ce qui se rajoute, c'est le biais de genre. Le fait que quand on est une femme, il y a plusieurs sujets qu'on ne peut pas aborder librement. Il y a aussi plusieurs freins qu'on a et qu'on a internalisés depuis tellement de générations qui font que ce sujet-là, il est hyper touchy. Et qui fait que la question de la rémunération quand tu es une femme, la question de l'argent quand tu es une femme et la question de la rémunération quand tu es une femme, c'est très compliqué. Et moi, en fait, quand j'ai été victime de cette inégalité salariale, je me suis dit, il y a Sheryl Sandberg dans son livre, elle dit une phrase, elle dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?» C'est dingue. Et cette phrase-là, moi, je m'avais été écrite et je m'étais dit « Mais Insaf, toi, en réalité, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu n'avais pas peur ?» Et je me suis dit, si j'avais pas peur, aujourd'hui, à l'époque, quand j'étais dans mon ancien job où j'ai été victime de cette inégalité salariale, je négocierais pour avoir un salaire qui est représentatif de la valeur que je donne tous les jours dans ce travail-là. On m'appelait quand même la killeuse, alors payez-moi comme une killeuse. Et du coup, j'étais un petit peu comme ça révoltée. Et je me suis dit, si j'avais pas peur, j'aurais une discussion franche avec mon manager. Soit il acceptait de me payer à ma juste valeur, soit je partirais pour un autre job qui me rémunérait à ma juste valeur. Et puis tant qu'à faire, je suis avocate. Donc mon job tous les jours en tant que juriste financier, c'est de négocier des contrats. Et pas des petits contrats, je négocie des gros contrats à plusieurs... Dans la finance, quand tu fais une émission obligataire, c'est plusieurs milliards. C'est pas 20 000 euros. Et du coup, j'avais un peu toutes ces techniques de négociation-là. Je me suis dit, mais pourquoi pas les dupliquer à la négo salariale et voir comment ça fonctionne. Et je me suis dit, j'essaierai de les dupliquer et je sortirai une espèce de formation. À l'époque, dans ma tête, j'avais pas mis ce mot-là, si tu veux, mais un peu un modus operandi pour pouvoir toujours être sûr d'avoir un salaire, une rémunération à sa juste valeur. J'essayais de faire en sorte de l'ouvrir à autant de femmes que possible et si je peux aussi toutes leur apprendre cette technique-là ou leur filer cette technique-là, je leur filerai. Et je m'y suis attachée. Et en fait, j'ai eu peur à chaque étape, mais je l'ai faite. Donc, j'ai quitté mon job. J'ai eu cette discussion franche et honnête avec mon manager. J'ai eu un autre job qui m'a rémunérée à ma juste valeur. Ensuite, j'ai créé Linine, qui est devenu, après Linine Paris, qui était d'abord le cercle d'Insaf, puis après Linine Paris, après est devenu Linine France. Et très rapidement, comme l'objectif, c'était de mutualiser les compétences, moi, ma compétence affichée, c'était celle-là. Je savais, j'ai ce don-là. J'ai ce don-là de savoir négocier déjà, je pense, et j'ai en plus mis sur papier cette technique-là, qui du coup marchait à chaque fois. Donc j'ai fait des ateliers. J'ai commencé par faire des petits ateliers à Paris, dans des petits cafés, dans des petites salles, et puis après ça a grossi. Donc j'ai fait des ateliers un peu partout, toujours à Paris. Mais on était un peu plus conséquents, donc on est passé d'ateliers, on était 10 à peut-être 100. On était peut-être 120 chez 42, l'école 42. Ouais. Donc ça a vraiment grossi. Après, je me suis dit, écoute, Insaf, il est hors de question que ça reste un truc parisien. On va l'exporter dans toute la France. Et là, on a fait un tour de France de la négociation.
où j'ai fait le tour de France avec cet atelier de négo. Et après, j'ai fait le tour du monde parce que très rapidement, en fait, la communauté Lean In, c'est une communauté qui est très internationale. Et du coup, tu as Lean In en France, en Italie, au Maroc, en Espagne, en Inde, etc. Et du coup, j'ai fait le tour au Pakistan. Donc, je suis allée au Pakistan, je suis allée en Inde, je suis allée au Maroc, aux États-Unis. J'ai donné plein d'ateliers de négo là-bas à chaque fois que j'y allais, justement pour aller voir Sheryl Sandberg. Et du coup, j'ai fait ce tour du monde-là. Et donc, il y a 5 ans qui se passent à peu près entre la création de Lean In et la dernière date du tour du monde de la négo de rémunération. Et avant cette dernière date-là, je me dis, je fais mes calculs, et je me dis, mais INSAF, en 5 ans, t'as enseigné cette technique-là à combien de femmes? Et je m'aperçois que je n'ai enseigné ça qu'à 5000 femmes. Et tu dis 5000 femmes en 5 ans, quand tu vois l'énergie mise dans ces projets-là. Enfin, moi, j'ai un full-time job, donc ça veut dire que tous mes jours de congé passaient là-dedans. Des fois, c'était moi qui me payais mes billets de train pour aller faire un atelier de négociation à Agen, parce que c'était des femmes qui m'avaient contactée et qui étaient, on va dire, qui étaient en difficulté sans rentrer dans les détails. Et tu dis, le temps, l'énergie et l'argent que j'ai mis dans ça, finalement, que 5000 femmes. Et je me dis, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, tu peux faire mieux, tu peux faire plus grand, et surtout, c'est pas plus grand, c'est pas cette volonté de moi faire plus grand, même si avant j'ai dit que j'étais ambitieuse. C'est vraiment cette volonté profonde d'avoir plus d'impact. Et c'est à ce moment-là où je me dis, c'est à ce moment-là où je me dis podcast, parce qu'un podcast, finalement, toutes les personnes francophones peuvent l'écouter, peu importe leur localisation géographique. Il suffit qu'elles aillent sur les plateformes d'écoute, hein. Peu importe, une bonne connexion Internet, et puis voilà. Et puis aussi, je me suis dit, il y a un moment donné, tu ne peux pas continuer à alimenter un système. On est dans un système où toutes les entreprises, tous les acteurs économiques, quand je parle d'acteurs économiques, c'est les entreprises, les écoles, les universités, les pouvoirs publics, sont au courant qu'on est dans un problème systémique d'inégalité salariale. On le dit, on le redit, depuis 25 ans, l'écart de rémunération entre hommes et femmes est de 20%. Dont la dernière étude du ministère du Travail qui disait qu'il y avait 10% de discrimination qui était ouverte, inexpliquée. C'est-à-dire un peu au profil du candidat ou de la candidate. Donc on est au courant de ça. On sait qu'il y a des solutions. Parce que franchement, au ministère, je ne vais pas dire au ministère, ils me connaissent parce que je vais me les mettre à dos, mais je veux dire, il y a un moment donné, quand tu fais beaucoup de bruit, j'ai fait beaucoup de bruit avec mes ateliers de négo, j'ai fait beaucoup de bruit avec mon tour de France, mon tour du monde, etc. On a beaucoup parlé. Donc, on est au courant qu'il y a des solutions. Pourquoi est-ce que les entreprises... il y a un moment donné, il faut demander aux acteurs économiques d'implémenter de la véritable égalité salariale. Il faut leur demander. Et pour leur demander de le faire, moi, je ne suis pas pour le conflit parce que je trouve que c'est stérile. Ça ne sert à rien de forcer les gens. En revanche, je suis pour l'éducation et je suis pour prendre les gens par la main et leur montrer que c'est possible, les accompagner. Et ce qui m'est venu à l'idée, c'est que pour les entreprises, ils ont des budgets formation. Donc, ils peuvent former leurs employés à déterminer, assumer et défendre leur juste valeur. L'idée, encore une fois, c'est pas de dire c'est l'employeur contre l'employé. C'est juste de dire on est dans une relation, on est dans un monde où les rapports de domination ne sont plus acceptables et ne sont plus acceptés. C'est pas parce que tu es employeur que tu vas avoir un rapport de force et de domination sur moi, employé. Donc, c'est plutôt des rapports de collaboration. Donc, au lieu de dépenser des 1000 et des cents sur des projets de je ne sais pas trop quoi, avec des mots savants, etc., pourquoi on n'essaierait pas d'implémenter cette nouvelle... pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'implémenter cette nouvelle manière de travailler ensemble, c'est-à-dire la collaboration, à travers une formation? Donc ça, c'était pour les entreprises. Bon, j'espère que les gens me comprendront, mais voilà. Donc c'est là que tu as créé la formation Ma Juste Valeur. Voilà. Et pour les écoles, il y a un moment donné, quand on paye une école, une ESC, une école de commerce, à plus de 10 000 € l'année, je pense qu'on peut attendre d'elle qu'elle nous prépare au marché du travail. Alors que les ESC, je veux dire, les universités non plus. Après, on va dire l'université, c'est l'école publique qui font ce qu'ils peuvent. Mais les écoles et les universités, c'est quand même, ils ne préparent pas suffisamment leurs étudiants à la réalité du marché du travail. Moi, je le dis toujours, surtout les femmes,
j'ai l'impression qu'on nous donne un pass pour la piscine en nous disant, bah tiens, t'as le pass pour la piscine, Mais tu sais pas nager. mais tu sais pas nager. Et t'arrives, tu vois dans le bassin, il y a plein de gens qui nagent, et puis le maître nageur qui te dit, mais vas-y, va nager, mais saute dans le bassin. Mais allez, confiance en toi, faut oser. Allez, mais pourquoi tu sautes pas? Allez, ose, aie de l'audace. Ouais, mais en fait, mec, si je plonge, je me noie. Tu m'as pas appris à nager. Ah ouais, mais attends, les autres aussi, on leur a pas appris à nager, ils se débrouillent tout seuls. Donc, résultat des cours, soit tu quittes la piscine, donc on le voit, les femmes quittent le marché du travail, soit elles plongent et elles se noient, parce qu'elles ont pas, on leur a pas donné les codes pour naviguer dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail, soit elles restent sur le banc de touche et elles vivent une vie dans la salle, enfin, elles vivent une carrière dans la salle d'attente de leur vie. Donc, c'est pas juste. Et du coup, je me suis dit, avec cette formation-là, on a quelque chose de concret, on va pouvoir la porter en disant, voilà, c'est une vraie solution. Ne serait-ce que quand je parle des pouvoirs publics, la NPE, il peut offrir cette formation-là aux gens qui sont en recherche d'emploi. Quand tu es en recherche d'emploi, déjà, quand tu es en recherche d'emploi, on a l'impression que ta valeur en tant qu'humain dans le monde entier a été divisée par 4. Donc voilà, mon idée, en tout cas, pour résumer, c'était de dire, il y a une solution qui est là, on va essayer de la faire connaître et puis on va faire du lobbying pour qu'elle soit acceptée parce qu'en 2020, pour qu'elle soit implémentée, parce qu'en 2020, il faut vraiment sortir des déclarations d'intention, il faut vraiment passer à l'action. Parce qu'il y en a marre, en fait. Et alors, t'en es où, du coup, justement, sur cette formation? Elle est diffusée? Comment ça se passe? Cette formation, elle est prête. Donc, elle est prête. C'est une formation qui est audio, qui est disponible. N'hésitez pas à m'appeler si vous êtes intéressé. Et B2C aussi, elle est en finalisation de construction parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes prix de manière très transparente au B2B qu'au B2C. Que malheureusement, si on attend que les B2B décide d'implémenter cette formation-là, peut-être qu'on peut encore attendre longtemps parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont cette audace de dire on sait qu'il y a un problème systémique, on va sortir de la déclaration d'intention et on va vraiment implanter cette formation. Parce que la plupart, c'est oulala, mais en fait, on va peut-être créer un problème dans notre boîte. Ouais. Enfin, attends, tu comprends, INSAF, c'est compliqué de porter une formation en interne qui apprend à nos employés à négocier leur rémunération. Oui, mais c'est ça le but, en fait. Normalement, tu dois même pas en avoir besoin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais tout à fait. Et en même temps, je suis pas surprise de ce que tu me dis. Peut-être que dans les startups, c'est quelque chose peut-être de différent ou tu as plus d'ouverture. Est-ce que tu vois un type d'entreprise qui est plus ouverte que d'autres ou... Je pense qu'il y a des entreprises qui... En fait, je pense qu'il y a 2 types d'entreprises. Et comme il y a 2 types de personnes, comme il y a 2 types de façons de fonctionner de manière générale, tu as des entreprises, je pense notamment à Capgemini, c'est eux qui me sponsorisent sur le podcast, c'est eux qui ont été intéressés par la formation les premiers. Enfin, c'est vraiment des personnes qui sont dans la responsabilité. On a une responsabilité, on veut des solutions innovantes. Tu nous dis qu'avec cette formation-là, on va pouvoir la diffuser à nos collaboratrices et ça va pouvoir nous aider à réduire ce gap salarial, ce gap d'inégalité salariale qu'on constate entre les hommes et les femmes. On y va. Mais c'est une entreprise qui, avant d'être intéressée par ma juste valeur, faisait des choses formidables déjà auparavant. Donc, c'est vraiment inscrit dans sa culture d'entreprise d'être vraiment avant-gardiste, de chercher des solutions innovantes et vraiment walk the talk, comme on dit. Ouais. Et tu as d'autres entreprises, malheureusement, qui ne walk pas the talk. Tu vois, j'ai encore eu là une entreprise avec laquelle j'étais en discussion juste pour une intervention dans leurs locaux sur ces sujets d'inégalité salariale, qui m'ont répondu qu'après le Covid, ils pensaient que le sujet était trop touchy et ne voulaient pas en parler. Je leur ai forwardé la citation de Simone de Beauvoir. Enfin, tu vois, c'est là où tu dis, mais en fait, vous n'avez rien compris. La question, ce n'est pas de plus payer vos collaborateurs, c'est de juste les payer justement. Ouais, et puis surtout, on voit quand même les gens oser de plus en plus, et puis ça devient un sujet, tu parles d'argent, c'est aussi un sujet que j'aime bien. Je pense que si ce n'est pas les entreprises qui le font aujourd'hui, ça viendra par les salariés, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment qu'on ouvre cette formation aux salariés. Et du coup, elle est en cours... Elle est déjà construite, en fait. On a juste la formation entreprise, c'est vraiment une formation qui est audio parce qu'on a fait le choix de cet audio pour des raisons de mobilité, etc. Et la formation salariée, je pense que c'est important quand tu fais un cours qui a un peu de visio. Donc là, on est en train d'enregistrer, de filmer, etc. pour pouvoir proposer aux personnes début d'année 2021 une vraie formation
en visio, ouverte à chaque personne, qui soit suffisamment tarifée d'une manière qu'elle soit abordable à tout le monde. Parce que on tombe très rapidement dans un truc qui est élitiste. Et la valeur de mon travail est très chère. Donc, il y a un moment donné, il faut trouver, si tu veux, un équilibre qui fait que la valeur de mon travail est respectée et du travail de mon équipe aussi, surtout, est respectée. Et la valeur, et les personnes puissent... ça peut être abordable aux personnes. Donc, ils l'auront, je l'espère, si tout se passe bien en janvier 2021. Et aussi les écoles. Les écoles, c'est vraiment... moi, je donne des cours de négociation. Je ne sais pas si on peut dire que c'est des cours, mais je fais beaucoup de masterclass dans des universités. J'ai vraiment envie que ça ne soit plus que des masterclass, c'est-à-dire plus des one-shots, mais qu'on ait des vrais cours... Intégrés au programme. Voilà, quoi. des vrais cours de négociation pour les étudiants et les étudiantes, et des négociations en rémunération. Et pour moi, c'est même pas de la négo de rémunération. Parce que quand tu parles de négo, tu as toujours dans ton esprit, tu penses que c'est je vais filouter, qui va être plus manipulateur que l'autre, etc. Mais c'est juste apprendre aux gens qu'ils sont un produit sur le marché du travail, et ce produit-là a un prix. Comment on va les découvrir, ce prix-là, comment on va l'assumer, et après, comment on va aller le défendre sans rentrer dans un conflit, sans rentrer dans un tsunami émotionnel et sans non plus se brader. Donc, peu importe la situation, que ce soit une situation économique, une pandémie ou quoi que ce soit, à un moment donné, on saura, en étant rationnel, justifier sa valeur. Moi, j'ai d'autres questions un peu touchy. On parlait d'argent. Moi, j'ai quand même une question que je voulais te poser. Quand on s'appelle Insaf El Hassiny, qu'on est une femme, qu'on est en France, qu'on a de l'ambition, qu'on travaille dans le droit, qu'on fonde une association, qu'on fait une formation sur l'argent, est-ce que ça a été, tu crois, plus difficile pour toi d'y arriver ? Écoute, je sais pas. Sincèrement. Alors, en fait, c'est vrai que moi, je m'appelle Insaf El Hassiny et quand tu me vois pas, tu as l'impression que j'ai la pommade et les cheveux bouclés. En fait, je suis plutôt châtain avec les yeux clairs et la peau très blanche. Donc, quand tu me vois dans la rue, tu te dis, bon, elle s'appelle Émilie Joly ou Marie-Charlotte. Surtout avec mon style un peu coin-sauce d'avocate. Mais écoute, je ne sais pas si... j'ai pas eu de difficulté à afficher. J'ai trouvé ça plus dur. Mais est-ce que c'est parce que je suis une femme ? Est-ce que c'est parce que je m'appelle Insaf ? Est-ce que c'est parce que je suis à l'intersection de beaucoup de choses ? Peut-être. Certainement. Mais après, ce que j'ai ressenti, c'est que il y a beaucoup de personnes et c'est là où, tu vois, on peut partir sur des discussions qui sont le privilège blanc, etc. Mais je pense qu'à un moment, il y a beaucoup de personnes qui pensaient, parce qu'elles s'appelaient X ou Y, en tout cas un prénom plus franco-français, avaient plus de légitimité que moi. Et ça, je l'ai ressenti. Mais je l'ai ressenti quand j'ai commencé LinkedIn. D'accord. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, ah ouais, peut-être que parce que je m'appelais pas, je sais pas, Pascaline de la Villeneuve et que je m'appelais Insaf El Hassiny, peut-être certaines personnes pensaient qu'elles seraient plus légitimes que moi et plus crédibles que moi à gérer l'association ou à la faire fonctionner ou aller parler de certains sujets, etc. Il y a des barrières internes où le schéma familial, le fait que tu viennes d'une famille d'immigrés modestes, fait que quand tu as de l'ambition et quand tu veux réaliser ces ambitions-là, tu as des doubles barrières. Et tu as la barrière interne en toi, te disant, est-ce que je mérite ça ? Donc, ce fameux syndrome de l'imposteur, etc. Est-ce que je peux le faire ? Ce syndrome de... Enfin, tu as aussi un syndrome de... Enfin, c'est pas un syndrome, mais cette envie d'avoir ton travail validé, etc. Ou d'attendre la permission de certaines personnes, pour que tu te dises, oui, tu peux y aller. Et il y a aussi le regard de ta famille, parce que, tu sais, quand tu es dans des schémas familiaux, c'est cool quand tu arrives à dépasser un petit peu. Comment dire ? Quand tu es dans des schémas familiaux, on est d'accord que tu t'écartes un petit peu du schéma, mais pas trop. Sinon, tu trahis un petit peu la famille. Là, on va rentrer dans des trucs un peu psychologiques, mais tu as ce sentiment un peu de trahison, un peu tu ne ressembles plus finalement. Tu as changé, tu n'es plus un peu comme ce qu'on t'avait connu, etc. Et du coup, ça aussi, je pense que plus peut-être que la barrière externe, je pense que les barrières internes sont les plus dures. Ouais. Les plus dures à lever, en tout cas. Tu les as ressentis, toi ? Ah oui, complètement. Complètement. La barrière interne, le syndrome de l'imposteur, ça, c'est...
C'est les classiques de ma vie. Ça, le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours eu et je pense que je l'aurai toujours finalement. Mais bon, maintenant, grâce à certaines personnes et à beaucoup d'aide, aujourd'hui, je sais l'identifier et je sais comment le dépasser quand il se... Un peu comme, pour faire un parallèle avec Harry Potter, je sais à quel moment j'ai besoin de mon patronum. Et voilà, et quand j'ai besoin de mon patronum, je l'invoque. Ok, et donc du coup, tu dis avec beaucoup d'aide. Quand tu es face à des coups durs, comment tu fais pour gérer ? Moi, je pense qu'il y a un moment donné, on a atteint ses limites et qu'on ne peut plus gérer les choses par soi-même. Et c'est d'une intelligence, pour moi, c'est d'une grande intelligence de savoir se dire, OK, là, je peux plus, je sais plus, je suis perdue, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Et moi, quand j'ai ce genre de difficultés-là, j'ai identifié quelques coachs, dont on fait partie, justement. Et c'est des personnes qui m'accompagnent à lever des barrières, qui m'accompagnent à comprendre pourquoi je stagne, pourquoi je répète des schémas, pourquoi est-ce que je pourrais pourquoi je ne sors pas de ma zone de confort aussi facilement, pourquoi je ne fais pas ce que je dis que j'ai envie de faire, etc. Donc voilà, il y a tout un pool maintenant, j'ai un espèce de pool de personnes et de solutions aidantes. Parce que en plus de 5 ans maintenant, même je dirais en 6 ans, j'ai eu plusieurs difficultés. Du coup, j'ai pu identifier les personnes qui pouvaient m'aider ou les choses qui pouvaient m'aider, des bouquins, des machins. Et maintenant, je les invoque, un peu comme mon patronum. Quand j'ai besoin d'elles, je les invoque. Ok. Et si je peux juste rajouter quelque chose, on est dans cette fausse croyance que les personnes qui réussissent ou qui semblent avoir du succès ou qui semblent réussir sont des personnes qui sont nées avec cette faculté génétique. C'est faux. Les personnes qui réussissent ou les personnes qui ont cette faculté de réussir, c'est des personnes qui sont bien entourées, qui sont très très bien entourées et qui savent à quel moment il faut demander de l'aide et qui en demandent. Et je sais que ce podcast est écouté par beaucoup de femmes et je sais que nous, les femmes, on a tendance à investir partout, sauf en nous. Ouais. Alors que la plus belle chose qu'on puisse faire, vraiment, pour nous, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour notre carrière, notre job, notre vie, notre future descendance, c'est d'investir en nous, justement. Donc, au lieu de vous acheter ce sac à 1 700 €, investissez en un coach ou en des solutions qui vont vous permettre de devenir qui vous avez toujours rêvé d'être. Bon, ça, je peux pas être... plus d'accord, parce que là, quand on parle de valeur, justement, c'est quelle valeur on donne à ça. Mais je trouve ça génial de voir que tu t'exprimes avec beaucoup de confiance et pourtant, tu nous dis le syndrome de l'imposteur, moi, je le connais aussi, comme tout le monde. Et donc, quelque part, ça donne aussi à voir que, l'image de la réussite est une image et en dessous, derrière cette image, il y a des êtres humains et qu'on a tous toutes nos failles, nos croyances limitantes sur lesquelles travailler. Alors moi, je me demandais, est-ce que tu décides vite ? C'est quoi ton process de décision ? T'es une fonceuse ou t'as besoin de temps pour décider des choses ? Moi, je pense que je fais et après, je regrette. Non, peut-être que je regrette pas, mais en fait, je suis trop réactive. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Justement, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Moi, j'ai rarement peur de faire. Donc, je fais. C'est juste, après avoir fait, c'est après coup que j'ai peur. Et c'est après coup que je me pose des questions et c'est après coup où j'ai des doutes, etc. Mais pour du passage de l'intention à l'action, je suis plutôt rapide. J'ai pas de problème là-dessus. Mais pas quelquefois, ça me joue aussi des tours parce que quand tu es trop réactive, quand tu es trop rapide, tu as tendance à plonger trop vite dans tes schémas. Et il y a beaucoup de schémas qu'il faut corriger. Et du coup, tu fais les choses et tu dis, mais mince, j'aurais pas dû le dire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Bon, maintenant, je suis responsable, comme on dit, takes two to tango. Donc, quand on parle d'une relation, par exemple, management d'équipe ou des choses comme ça, tu dis, non, j'aurais pas dû dire les choses comme ça parce que maintenant, elle va me répondre comme ça et du coup, ça va créer ça. J'aurais dû plus faire les choses de cette manière, etc. Et ça, tu y arrives avec le temps de la réflexion. Et moi, je pense que c'est ça. C'est là-dessus, en tout cas, aujourd'hui, que je suis en train de travailler, sur le temps de réflexion. Pas forcément très long, mais un petit peu, justement, pour mettre en pratique les enseignements que j'ai appris. Comment tu définirais, en tout cas, un bon leader, quoi ? Moi, je pense sincèrement qu'on est tous des bons et des bonnes leaders en puissance. Il faut juste qu'à un moment donné, on l'assume. Si je peux donner une définition d'un bon ou d'une bonne leaduse, ou d'un bon leader, je dirais c'est quelqu'un, je reprendrai la citation de Gandhi, c'est une personne qui réfléchit, qui dit et qui agit
qu'elle est alignée dans son réflexion, dans son action et dans sa parole. Pour moi, c'est l'alignement. Quand tu es aligné, tu ne peux être qu'un bon leader ou tu ne peux être qu'une bonne leaduse, pour le féminiser. Pour moi, tout est une question d'alignement. Si ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont alignés avec qui tu es, qui tu as envie d'être, et en assumant tout ça, avec ses fragilités, ses vulnérabilités, ses failles et ses forces, mais pour moi, tu es un bon leader parce que tu montres la voie. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a plutôt tendance à être dans le paraître. Il faut paraître, il y a un étalon de mesure, il faut avoir les dents blanches, il faut faire du 36, il faut habiter dans tel quartier, il faut être propriétaire. Voilà, tu as toute une checklist qu'il faut cocher. Et on essaye tout, en plus, avec les réseaux sociaux qui viennent amplifier tout ça, à se rapprocher de cette checklist. Et on se demande jamais, oui, mais moi, qu'est-ce que je veux être et qui je suis. Et une fois que tu assumes qui tu es, bah, c'est à ce moment-là où tu montres la voie et que tu es leader. C'est comme ça que je le perçois. Ok, c'est une belle définition. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu te sens leader dans tes multiples fonctions ? Oui, ouais. Je me sens leader dans mes multiples fonctions. Je suis fière de l'être. Et même si je lead personne que moi-même, parce que voilà, encore une fois, c'est une perception. Moi, je le sens comme ça. Peut-être que d'autres auront cette perception qui est différente. En tout cas, moi, j'aime le croire. Et ça m'aide à aller de l'avant. Donc ouais, je dirais oui. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Les gens connaissent ta valeur, ils espèrent juste que toi, tu ne la connaisses pas. Ok. Mais c'est vrai, en fait. Ouais, j'espère que c'est pas vrai pour tout le monde, mais... Mais je pense qu'on est dans un... Mais c'est l'être humain, c'est comme ça, tu vois. De manière... Mais c'est... Voilà, quand moi je prends toujours cet exemple-là, quand tu veux acheter un Chanel, tu vas sur un site de seconde main, on va pas les citer, mais voilà, et tu vas acheter un Chanel, tu sais très bien que le Chanel, il coûte en sortie de magasin 5 800 €, et que si la personne le met à 2 600 €, c'est que déjà il est de bon prix, tu vois. Disons un sac tout neuf. Tu vas quand même essayer de négocier pour l'avoir à 2 400 €. Parce que tu vas espérer savoir que la personne n'est pas complètement consciente de la valeur de son sac. Et en fait, pour les personnes, c'est pareil partout. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, j'ai pas envie du tout qu'on me perçoive comme pessimiste, mais c'est le game, c'est le jeu. Les gens, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, en général, ils connaissent juste ta valeur, ils veulent juste savoir si toi, tu la connais pas. Et si tu la connais pas, ils vont essayer de te persuader qu'elle est moindre de ce que tu crois, juste parce que cela va s'inscrire dans leur agenda personnel. Donc, on a besoin de se faire former à ma juste valeur, il n'y a pas de doute. Oui, de manière générale, je pense. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes, que qui t'aide au quotidien ? J'ai 2 choses qui m'aident au quotidien à avancer. Alors, j'espère qu'on ne va pas me prendre pour la dernière des arrogantes. En fait, j'avais lu cette phrase quelque part, au tout début, quand j'ai lancé LinkedIn. Et elle avait vachement vibré en moi. Et c'était la phrase qui disait... l'univers t'a assigné cette montagne parce qu'il savait que tu pouvais la faire bouger. Et des fois, je suis désarmée. Les choses sont trop dures pour moi. Comme on dit, je suis overwhelmed. C'est un peu trop compliqué. Un full-time job, un mari, une asso, une initiative, un combat, une volonté de faire bouger les lignes, etc. Des fois, c'est un petit peu trop. Et je me dis, mais mince, en fait, c'est trop pour moi. Et là, je me rappelle de ça et je me dis, écoute, si t'es là-dedans, si l'univers t'a mis là-dedans, c'est peut-être parce que toi, avec tes petites mains, tu vas pouvoir peut-être faire bouger les choses. Et même si c'est juste avoir une femme qui croyait pas du tout en elle et qui finalement, après avoir écouté le podcast ou suivi un atelier LinkedIn ou m'avoir entendu dans un podcast ou avoir lu une interview, je sais pas quoi, se disent, je vais prendre les choses en main et moi aussi, je vais essayer de devenir une meilleure version de moi-même. C'est bon, j'ai gagné. Merci infiniment, INSAF. Merci à toi, Jenny. Merci pour ton travail. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis, on mettra évidemment tous les liens de ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode pour que vous retrouviez ce qui vous intéresse. Donc, LinkedIn notamment, ton podcast, etc. À bientôt. À bientôt, Jenny, et encore merci. Merci à toi.
Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode, vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.